Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Une première mondiale, c'est ainsi que le gouvernement s'est félicité d'une mesure qui vient d'entrer en vigueur. Depuis cette semaine, les liaisons en avion sont interdites à travers la France s'il existe une alternative en train à moins de 2h30. Et pourtant, en ce moment même, des passagers sont en train d'embarquer à Roissy, l'un des deux aéroports franciliens, en direction de Lyon, qui se trouve à moins de 2h30 en train. Pourquoi ? Parce que le système, effectivement, a été conçu pour interdire très concrètement 3 lignes. C'est le résultat de cette mesure qui, je le confirme, est appliquée dans aucun autre pays en Europe et dans le monde. Ce sont les liaisons entre Bordeaux, Nantes, Lyon et Orly, l'aéroport d'Orly. Et pour Roissy, il y a effectivement un système qui est particulier parce que vous avez parfois besoin de prendre une correspondance quand vous êtes par exemple à Lyon et que vous allez à Roissy pour ensuite aller voyager au niveau international. C'est aussi important pour développer les relations économiques pour une clientèle notamment d'affaires. Mais je vais être très clair, le dispositif, parce que j'entends une petite musique qui dit en fait tout ça pour ça. Bon. D'abord, c'est parce que cette mesure était prévue que les lignes ont été fermées par les compagnies depuis parfois quelques mois. Oui, parce que les 3 lignes dont vous venez de parler, Orly-Nantes, Orly-Bordeaux et Lyon, elles sont déjà fermées depuis 3 ans. Pardon, mais elles n'ont pas été fermées par l'opération du Saint-Esprit. Elles ont été fermées parce que cette mesure, elle a été décidée et qu'elle a mis quelques semaines à se mettre en place juridiquement. Ça fait 3 ans. Oui, d'abord parce qu'il faut expliquer les choses, il faut la négocier avec l'Europe, parce qu'il y a un marché intérieur avec des règles communes. C'est une dérogation. On est le seul pays en Europe à avoir appliqué Non mais pardon cette Clément Beaune, c'est pas une arnaque parce qu'en fait là, vous faites, vous interdisez les vols entre Orly et Lyon, mais pas entre Roissy et Lyon. Pardon pour les Franciliens qui nous écoutent, mais ça reste des aéroports parisiens, donc c'est quand il y a une liaison, c'est que de la com. Pardon, non, alors non. Est-ce qu'on peut dire de temps en temps dans notre pays qu'on fait quelque chose collectivement de bien? On est les seuls à faire ça. Ça commence par 3 lignes. On assume que pour les correspondances, c'est ça le sujet, à l'aéroport international français principal qu'est celui de Roissy, on ne casse pas aujourd'hui ces liaisons aériennes-là, parce que sinon, des villes comme Lyon, des villes comme Bordeaux, elles en ont besoin pour leur développement économique. Sinon, vous n'avez pas des grandes entreprises qui s'implantent à Lyon et à Bordeaux si vous n'êtes pas connecté à Roissy, parce que là, il n'y a pas d'alternative ferroviaire en moins de 2h30. Un autre exemple. Et pardon, on ira plus loin. Je le dis, on ira plus loin. On ira plus loin. Cette liste, elle va être revue 2 fois par an pour regarder si l'offre ferroviaire s'améliore. Ma responsabilité de ministre des Transports, c'est justement d'améliorer les connexions ferroviaires pour que de plus en plus, cette règle des 2h30 aboutisse à fermer des lignes aériennes. Alors justement, et peut-être qu'on durcira progressivement. Peut-être qu'on durcira progressivement aussi cette règle des 2h30 pour l'amener vers, par exemple, 3h. Mais je le dis... Ou 4 heures, comme l'avaient demandé les conventionnaires des citoyens. C'est possible, mais il faut développer le ferroviaire en parallèle. Bon, justement, un autre exemple, Clément Beaune, si vous le permettez. On ferme 3 lignes et on va continuer. Et je le confirme, on est les seuls à faire ça. Ce n'est pas du tout un gadget. J'espère que plusieurs pays européens suivront cette mesure. Et nous, on l'améliorera et on la fera grandir. Vous parliez de Lyon. Autre exemple, justement, il y a toujours des vols entre Lyon et Marseille, alors que la distance entre les deux villes en train est inférieure à 2h30. Cette fois, c'est parce qu'il n'y a pas assez de trains disponibles entre ces deux villes. Est-ce que vous allez demander au patron de la SNCF d'en ajouter ? Et oui, on va développer les offres ferroviaires entre les grandes métropoles françaises de manière générale. Je vais vous dire, Marc Fauvel, je ne vais pas faire de la démagogie, les TGV, on n'en a pas dans le hangar. Il y a 800 TGV en France, ils roulent tous. Et d'ailleurs, on l'a vu l'été, parfois il y a une demande qui n'est pas complètement satisfaite. Donc c'est un investissement dans des rames de train, dans des nouvelles liaisons. Je prends un exemple, la ville de Toulouse. L'immense majorité des trajets avec la capitale Paris se fait en avion. Pourquoi ? Parce que c'est à 4 heures. On va créer une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse pour raccourcir les distances entre ces deux villes et avec Paris. Mais il y aura donc bien d'autres interdictions dans les mois ou les années qui viennent. Cette règle de 2h30, elle va de facto aboutir progressivement à d'autres fermetures de lignes, puisqu'il y aura de plus en plus de lignes ferroviaires qui respecteront cette règle. Et puis on peut la faire évoluer. Ça, c'est à quelle échéance ? Parce que c'est une intention, mais à quelle échéance ? Le cadre qu'on a négocié avec l'Union européenne, qui a été validé par le juge, parce qu'il y a des principes constitutionnels aussi, de liberté de mouvement, de liberté d'entreprendre, c'est pour 3 ans. Et donc ce cadre-là, il pourrait être revu et durci dans 3 ans. Et je le dis parce que ça n'a pas été connu, tous les 6 mois, il y aura une revue des offres ferroviaires et de l'impact sur les lignes. Moi, je dis simplement, est-ce qu'on peut vraiment saluer, c'est une mesure qui vient des citoyens, donc attribuant... c'est pas la même. C'est pas la même proposition de la Convention citoyenne sur le climat. Mais je pense que sans la Convention citoyenne, cette mesure ne serait pas là. C'est nous qui l'avons votée, c'était courageux. Je peux vous dire, pour avoir fait des discussions avec des compagnies aériennes, ça ne les réjouissait pas beaucoup. Et je souhaite qu'on la fasse évoluer et que d'autres pays européens, puisqu'on se compare toujours, s'inspirent aussi de ce modèle français qui commence à se déployer. Clément Beaune, 58% des Français disent qu'ils sont prêts à favoriser le train, c'est votre volonté, mais qu'ils trouvent les billets de train trop chers. Est-ce qu'ils ont raison ? Oui, alors
il faut un peu différencier, pardon, je ne veux pas être trop technique, quand on regarde les trains dits du quotidien, nos Transiliens en Ile-de-France, les trains express régionaux, les TER partout en France, quand je les compare, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, mais quand je les compare au coût européen moyen, on est plutôt assez bas. Et notamment, le coût réel du train est beaucoup plus élevé que ce que payent les usagers parce qu'il y a des subventions publiques de l'État ou des régions. Ce qui est souvent vu comme cher, c'est en effet le train à grande vitesse, parce qu'en France, on ne subventionne pas le TGV. Et c'est plutôt d'ailleurs le TGV qui finance le reste des lignes. Donc moi, deux choses là-dessus. Oui, il faut réfléchir à des initiatives sur les tarifs. J'ai demandé à la SNCF de le faire, notamment sur le TGV, de développer les offres commerciales, pour les jeunes notamment, dans les prochains mois. Il y en a un certain nombre, TGV Max, carte avantage, etc. On peut faire mieux, ou développer par exemple le Ouigo. Et puis moi, je veux qu'on regarde, il faut faire ce travail État et région, parce que les TER, c'est les régions, pour avoir des offres plus lisibles et parfois les offres moins chères. C'est pour ça que j'ai lancé l'idée du billet unique, parce qu'il y a le coût, et puis il y a parfois le fait qu'on ne comprend rien. Pourquoi un TER dans un sens de Bordeaux à Toulouse, c'est un certain prix, et de Toulouse à Bordeaux, c'est un autre prix. Bon, donc on va simplifier ça, ça s'appelle le billet unique, et on va avancer là-dessus. Et puis il y a aussi, je le dis, parce que la gratuité, on en parle parfois, mais il faut surtout des moyens pour investir dans le ferroviaire. On parlait de toutes les lignes aériennes et ferroviaires. Si je veux investir dans le réseau, si je veux investir dans le Paris-Limoges, dans le Paris-Clermont qui sont sinistrés, il faut des moyens. Et donc ma priorité, c'est d'utiliser cet argent public pour investir plus dans le réseau et dans nos nouveaux trains. Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports et l'invité de France Info jusqu'à 9h. Il est 8h40. Le fil info, Maureen Suignard. La Russie terrorise l'Ukraine, selon Volodymyr Zelensky. Le président russe affirme que 36 drones ont été abattus la nuit dernière en Ukraine. De son côté, Moscou affirme ce matin avoir arrêté des saboteurs ukrainiens qui voulaient perturber le fonctionnement de centrales nucléaires. Une minute de silence et une Marseillaise. Cérémonie ce midi à Roubaix. Hommage national aux 3 policiers tués ce week-end dans un accident de la route. Une collision dimanche avec un véhicule dont le conducteur était fortement alcoolisé et drogué. Emmanuel Macron leur remet la Légion d'honneur à titre posthume. Il s'agit en très grande majorité de fugues. L'année dernière, plus de 43 200 mineurs ont été signalés comme disparus. C'est ce qu'indique le premier rapport de 116 000 enfants disparus. C'est le nom du numéro d'urgence au niveau européen. 380 milliards de dollars. L'Agence internationale de l'énergie estime que les investissements dans le solaire vont atteindre ce montant cette année dans le monde. C'est plus que pour le pétrole. C'est une première. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec le ministre des Transports Clément Beaune, le gouvernement prépare la France à un scénario de réchauffement de 4 degrés en 2100. Est-ce que d'ici là, tous les trains, par exemple, toutes les gares seront climatisées ? Oui, alors vous voyez le paradoxe, la climatisation, c'est un des sujets qui crée des réchauffe l'atmosphère. Gaz à effet de serre, donc il faut être prudent et raisonnable là-dessus. Maintenant, il faut là aussi être juste. Qu'est-ce qui est climatisé aujourd'hui dans les trains français ? Les TGV. Parfois, les problèmes techniques, mais enfin, les TGV sont tous ouverts techniquement à la climatisation. C'est le cas aussi des trains intercités, les grandes lignes hors TGV. Ce n'est pas le cas de tous les TER, même si on est proche de 90% aujourd'hui. Les régions investissent beaucoup. Donc oui, il faut que, c'est le programme d'ailleurs de la plupart des régions, tous nos TER deviennent climatisés, qu'on ait ensuite des techniques qui fassent que ça consomme pas beaucoup, et puis surtout qu'on ne mette pas la climatisation systématiquement. Mais quand vous avez des trains qui sont bondés parfois, c'est le quotidien, et qui ne sont pas climatisés, on ne peut pas expliquer aux gens qu'on ne va pas faire cet effort. Donc, et les oui, gares, il faut. Et les gares, là aussi, bon, les trains, parce que c'est là qu'en général il y a le plus d'accumulation, on reste le plus longtemps. Les gares, c'est souvent des espaces ouverts, donc ça dépend des configurations, ça ne sera pas systématique. Les trains, il faut que ce soit systématique, TGV, Intercité et TER. Et puis en Ile-de-France, puisque c'est quand même l'essentiel de nos transports publics en France, les Transiliens sont aujourd'hui climatisés pour à peu près les 2/3 d'entre eux. Les nouvelles rames, je sais qu'il y a des discussions avec la région Ile-de-France sur le RER B en ce moment, mais les nouvelles rames seront progressivement, en effet, toutes climatisées. Avec un scénario à plus 4 degrés en 2100, les rails et les caténaires peuvent se dilater sous l'effet de la chaleur, ça on le sait. Lorsqu'il fait 30 degrés, on estime que le rail monte jusqu'à 58 degrés. Et ça, c'est problématique. Est-ce qu'on est sûr que le réseau va tenir ? Oui, mais c'est aussi pour ça que moi j'en ai fait la priorité. Parler des prix, il faut des moyens pour investir sur le réseau. Et le réseau ferroviaire français, c'est ce qu'on ne voit jamais. Quand vous êtes dans un train, on ne fait pas trop attention au rail ou au caténaire qui est au-dessus, c'est normal. Ça intéresse souvent pas beaucoup le politique. Moi j'en fais une priorité parce que ce qui fait que vous avez des retards sur des lignes qui créent un sentiment de déclassement chez beaucoup de Français. Je parlais du Paris-Clermont, du Paris-Le Havre, où les temps de trajet se sont allongés, où le réchauffement climatique peut encore aggraver les difficultés, où les intempéries plus nombreuses. Eh bien, c'est le réseau. Et c'est le fait qu'on ait aujourd'hui le réseau ferroviaire le plus ancien, le plus vieux d'Europe.
2 fois l'âge moyen. Il faut le moderniser, mais pour ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. 100 milliards, vous allez le financer comment? On a un plan à 100 milliards d'euros sur le ferroviaire. C'est totalement historique entre maintenant et 2040, parce qu'il faut investir dans la durée. Et l'une des principales mesures de ce plan, c'est d'investir sur ce réseau ferroviaire. D'ici 2027, on va augmenter de 50%. C'est 1,5 milliard d'euros par an, pour donner un grand chiffre. C'est le vrai chiffre. D'ici 2027, pour que le réseau soit l'objet d'investissement. Et l'argent, vous allez le chercher où? C'est les concessions d'autoroutes? C'est les... D'abord, il y a un certain nombre C'est l'aérien aussi? Il y a un certain nombre de moyens dans le budget de l'État, évidemment. On va travailler avec les régions. À partir de la semaine prochaine, on va négocier des contrats entre l'État et les régions pour investir ensemble. Et puis, vous avez raison, il n'y a pas de tabou là-dessus. La Première ministre l'a annoncé, je le défends. Par exemple, l'aérien contribuera davantage au financement du train. C'est pas ce que nous a dit Augustin de Romanet, le PDG d'ADP, Aéroport de Paris. Il a dit certainement pas. Écoutez, c'était sa réponse. Je crois que c'est le Parlement qui vote les lois, et les taxes en particulier. Donc on aura ce débat dans le budget qui vient et dans les budgets suivants. Mais oui, je pense qu'il serait juste d'avoir une contribution sur les billets d'avion en particulier, sur ces billets, notamment les billets de classe affaires, les billets de première classe. Franchement, on peut payer un peu plus cher, ça ne sera pas un drame social, je pense, pour financer la transition écologique. Quand j'ai défendu la taxation des jets qu'on a mise en place en 2023, qu'on va renforcer en 2024, c'est aussi pour dégager quelques centaines de millions d'euros supplémentaires pour la transition écologique. Il faut qu'on soit cohérent. On ne peut pas dire, quand on réserve ses vacances, le train est parfois plus cher que l'avion, et ne pas prendre des mesures pour favoriser le train, investir et le rendre plus compétitif. Sur la voiture, Emmanuel Macron veut revoir les règles du bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique. Est-ce qu'il faut continuer à le verser aux constructeurs américains et chinois, ce bonus, pour l'achat d'une voiture américaine ou chinoise? La réponse est non. Le but, c'est évidemment d'avoir non seulement un parc de voitures électriques qui se développe, mais de le faire aussi de manière souveraine, c'est-à-dire avec des véhicules qui soient produits en France et en Europe. Je prends un exemple, Tesla fabrique une partie de ses voitures en Allemagne aujourd'hui. Donc Tesla, c'est une voiture plutôt très chère, pourra continuer à toucher la subvention. Il y aura, dans le bonus écologique, il y a 2 types de règles. Il y en a qui existent aujourd'hui. Évidemment, c'est des choses qui sont sous condition de ressources. Vous avez un bonus écologique, c'est normal, qui est plus élevé quand vous êtes un ménage modeste. Et on ne finance pas toutes les voitures, notamment pas les voitures de luxe. Donc il y a un plafond. Aujourd'hui, Tesla a baissé le prix de ses voitures. Oui, il y a un modèle de Tesla, je crois, qui est éligible au bonus écologique. Ça vous choque que Tesla, qui est quand même une voiture pour gens très aisés, puisse bénéficier d'une aide à l'achat? C'est un des débats qu'on aura d'ici le budget pour savoir si le plafond du bonus doit être un peu abaissé ou pas. C'est un vrai débat, mais le sujet de fond, c'est qu'on ait des véhicules abordables qui soient produits en France et en Europe. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pardon Clément Beaune, j'ai peut-être pas la bonne information, mais le plafond pour les voitures et les véhicules éligibles au bonus, c'est 47 000 €. Oui. Ce n'est pas des petites voitures, c'est des voitures onéreuses quand même. Bien sûr. Alors, ces 47 000 €, ça peut, ce que je viens de répondre, ça peut baisser dans le temps. Mais surtout aujourd'hui, quelle est la réalité? C'est que la voiture électrique, même avec des aides, c'est un produit de luxe. Et qu'il n'y a pas très peu de modèles de voitures qui sont dans des prix beaucoup plus abordables, par exemple autour de 15 000 €, qui avec une aide devient un prix beaucoup plus modeste. Pourquoi? Parce qu'on ne les produit pas en France et en Europe. Et les seuls véhicules électriques à peu près abordables pour des familles modestes, pour des classes moyennes, ce sont les modèles chinois. Et aujourd'hui, presque la moitié du bonus, il faut le savoir, qu'est l'argent du contribuable, il va à des modèles non européens et notamment chinois. Et donc, on va mettre en place, c'est ce qu'a annoncé le président de la République, une règle qui fait qu'on tient compte du critère environnemental. Quand vous produisez une voiture en France et en Europe, c'est beaucoup moins polluant qu'un véhicule chinois, donc ça va recentrer le bonus sur ces modèles. Et puis il faut aussi que ces modèles ils soient produits. Aujourd'hui, il y a peu de modèles abordables produits par Renault ou Stellantis. Ça va commencer à partir de 2024. Il y a un autre critère pour pouvoir bénéficier du bonus écologique, c'est le poids de la voiture. Aujourd'hui, il faut qu'elle pèse moins de 2,4 tonnes, ce qui paraît énorme. Tous les spécialistes disent que c'est une aberration, car plus la voiture est lourde, plus elle pollue pour sa fabrication et une fois qu'elle est sur la route. Est-ce que vous allez revoir ce plafond? Alors oui, je pense qu'il faudra le revoir progressivement. Il a déjà été revu dans le temps, mais là aussi, moi je vais être très transparent. Ce plafond, il fait qu'il y a un certain nombre de modèles français et européens qui peuvent être éligibles et qui permettent d'investir pour développer des modèles abordables dans les années qui viennent. Donc moi je ne veux pas qu'on sacrifie une filière automobile française et européenne dont on a besoin pour avoir des véhicules abordables. Donc ça se fera, c'est le sens de l'histoire, progressivement d'avoir un critère de poids qui, peut-être pas tout de suite, mais dans les années qui viennent, changera. Clément Beaune, la France est soupçonnée par Bruxelles d'avoir soutenu illégalement, c'est-à-dire sans respecter les règles de bonne concurrence, la filiale de la SNCF chargée du transport de marchandises. En jeu, plus de 5 milliards d'euros. Est-ce que la SNCF va devoir les rembourser? Non, je me bats pour que la SNCF, Fret SNCF, l'entreprise de la SNCF qui fait du transport ferroviaire de marchandises, du fret, n'ait pas à rembourser ces 5 milliards d'euros. Il faut le dire très clairement. C'est la survie
de fret SNCF, du fret ferroviaire public en France qui est en jeu. Et donc il y a deux solutions. Soit je pourrais faire ce choix démagogique, je dirais je passe le ballon au suivant. On verra bien les procédures européennes, on le sait, c'est long. Et puis peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, d'autres auront à constater que fret SNCF doit rembourser 5,3 milliards d'euros et donc licencie 4800 personnes et arrête. Je ne veux pas de ça. Et donc je prends dès maintenant des décisions et j'assume d'avoir une discussion avec les autorités européennes pour qu'on ait une solution qui préserve les emplois, le fret ferroviaire public et qui ne fait pas de report du rail vers la route. Votre solution, c'est de démanteler le fret SNCF pour le remplacer par une autre structure. Il y aura une autre structure. Ouais, pourquoi ne pas avoir contesté la procédure vous vous êtes dit c'est perdu d'avance. Il y a eu plusieurs mois. Autant agir tout de suite. Non, il y a eu un dur combat, plusieurs mois de discussion pour éviter une procédure. Et cette procédure, elle est là. C'est la réalité. Donc moi, je ne veux pas jouer à la roulette russe ou à la roulette belge, parce qu'en fait, oui, il y a 6 balles dans le barillet et la chance de perdre est malheureusement, ou le risque de perdre est malheureusement extrêmement élevé. Et donc je ne sais pas dire, les yeux dans les yeux, aux salariés du fret SNCF, écoutez, moi je joue votre avenir comme ça, sur un jeu de dés, dans une négociation avec Bruxelles. Je fais la négociation maintenant, parce que si on trouve un accord maintenant, on donne un avenir au fret ferroviaire, on enlève l'incertitude, il y aura des clients, il y aura du fret ferroviaire qui va se développer, et il est en train de se redévelopper, parce qu'à côté de ça, on réinvestit dans le fret ferroviaire, là aussi de manière massive, dans le plan des 100 milliards. La nouvelle filiale va devoir renoncer à une partie de son activité, et notamment à un train qui est devenu un peu symbolique ces dernières années, c'est le train des primeurs, qui relie Perpignan à la région parisienne et à Rungis au marché international. Est-ce que ce train va continuer à rouler, sachant qu'il a déjà eu quelques difficultés pendant l'épisode des retraites? Je vais être très clair, ce train, oui, il continuera à rouler, c'est le combat que je mène. Mais sous pavillon privé désormais, c'est ça? Deux choses. D'abord, c'est nous qui l'avons relancé, ce train. C'est en 2021, Jean Castex qui a relancé ce train Perpignan-Rungis. Donc ceux qui nous disent « vous sacrifiez le train », on l'a rouvert. 2, il a connu des difficultés ces dernières semaines, ces derniers mois, principalement, soyons honnêtes, à cause des mouvements sociaux. On l'a, là aussi, relancé dès le mois de mai, dès la fin de l'essentiel du mouvement de grève. Et oui, il va continuer, et on verra qui est l'opérateur le fait, mais il y aura un train des primeurs qui assurera la liaison entre Rungis et Perpignan. Avec un opérateur privé? Avec un opérateur pas forcément privé, mais qui sera probablement plus, pour être très clair, fret SNCF. Ça peut être un autre opérateur, public ou privé. Je vais dire, tous ceux qui nous disent aujourd'hui le train des primeurs est sacrifié, c'est faux. Et 2, de toute façon, il y avait un contrat qui s'arrêtait dans quelques mois. Donc il fallait de toute façon trouver un nouvel opérateur pour ce train des primeurs. Et moi, la garantie que je prends... Si c'est privé, comment vous pouvez le garantir? C'est ça. Vous savez que ce train, il est en fait assez largement subventionné. Et donc, si l'État investit dans ce train continuera à rouler. Et c'est l'engagement que je prends, parce que vous l'avez dit, ce train, c'est un symbole. Mais en plus, il entraîne un certain nombre d'autres trains de fret. On va continuer. Clément Beaune, ministre des Transports. Dans un instant, on va parler d'une promesse du candidat Macron, la voiture en location, la voiture électrique en location à 100 € par mois. Vous nous direz où on en est aujourd'hui. Et si elle verra bientôt le jour en France. Le fil info, tout d'abord, 8h51, Maureen Suignard. Quelques heures encore pour remplir votre déclaration de revenus 2022 en ligne. Date butoir pour les contribuables des départements numérotés de 1 à 19. Vous avez jusqu'à 23h59 ce soir. Cette décision est une très bonne nouvelle pour la sécurité de nos concitoyens, réagit Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur satisfait de cette décision du Conseil d'État. La juridiction estime que le décret du gouvernement qui autorise l'utilisation des drones pour surveiller les manifestations est légal. Il est par contre interdit d'enregistrer du son et d'utiliser la reconnaissance faciale. L'homme soupçonné d'avoir tué une infirmière et grièvement blessé une secrétaire médicale lundi au CHU de Reims est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Il est en détention provisoire. Rencontre aujourd'hui entre le ministre de la Santé et les organisations syndicales pour aborder la question de la sécurité. Les termes légendaires, icône, diva et superstar sont souvent utilisés à tort et à travers. Pourtant, Tina Turner les incarne tous et tant d'autres. L'hommage de Mariah Carey à la chanteuse américaine naturalisée suisse. Elle est morte hier à 83 ans après une longue maladie. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec le ministre des Transports Clément Beaune, une voiture électrique en location à 100 € par mois. C'est le système de leasing social que le gouvernement a promis de mettre en place. C'est pour quand? C'est pour la fin d'année. Le président de la République l'avait confirmé au moment du mondial de l'auto. L'idée, c'est que l'automne prochain, sans doute au mois de novembre, on pourra commencer à faire des réservations et que les véhicules qui seront
éligibles à ce leasing social, 100 € pour les ménages les plus modestes, seront disponibles à partir de l'an prochain physiquement. Combien de voitures ? Et ça montera en charge progressivement, parce que là aussi, on a mis en place le même critère. C'est-à-dire que c'est une production française et européenne qu'on veut encourager. Et donc, ce sera sans doute en 2024, d'abord, quelques milliers de véhicules. Donc, ce sera peut-être la petite Zoé ? Oui, ça peut être la petite Zoé. Je ne vais pas faire de la publicité, mais enfin, ce sont des constructeurs français, donc allons-y. La R5 électrique, par exemple, c'est des productions qui montent en puissance. Donc, il faut qu'il y ait le dispositif d'un côté et la production française et européenne de l'autre, qu'on encourage aussi par tous les investissements qu'on fait, notamment sur les batteries électriques. Est-ce qu'il faudra verser une somme au départ, comme c'est le cas aujourd'hui pour le leasing ? Alors, il y a des paramètres qui sont encore en discussion. Le but, c'est que ça soit très simple, sur une plateforme qui soit en ligne, qu'on recourt aux sociétés de leasing qui seront sans doute aidés par l'État pour aboutir à ce tarif social très favorable et qu'il y ait le moins de frais possibles à décaisser. On verra exactement le mécanisme. Mais l'idée, c'est d'éviter ce frein, qu'il n'y ait pas besoin d'engager plusieurs milliers d'euros. Exactement. L'idée, c'est que ça soit rapidement, facilement accessible aux ménages les plus modestes. Parce que le but, c'est quoi ? C'est qu'on produise électrique, qu'on mette des aides pour l'achat de véhicules électriques, mais on l'a dit, ça reste encore parfois assez cher. Et donc, il y a des gens qui sont exclus du marché de l'électrique, et c'est pour eux qu'on fait le leasing social. Mais il y a un objectif qui a été fixé. On sait combien de personnes ça pourrait concerner ou pas ? Alors, sur le quinquennat, on sera sans doute autour de 100 000 personnes qui seront concernées. Si on peut faire mieux, c'est encore mieux, mais c'est un objectif minimum qu'on s'est fixé progressivement sur le quinquennat. Clément Beaune, auditionné hier par la commission d'enquête relative aux ingérences étrangères de l'Assemblée nationale, Marine Le Pen s'est défendue d'être sous influence russe, malgré le prêt qu'elle a contracté et qu'elle continue de rembourser à une banque russe. Elle assure qu'elle n'aurait jamais signé un prêt si cela l'avait engagée à quoi que ce soit avec Vladimir Poutine. Est-ce que vous la croyez ? Pas vraiment. Parce que ce que je constate en tout cas, c'est que Marine Le Pen reste le meilleur perroquet de Vladimir Poutine en France. Bon, on a fermé Russia Today, on a fermé Sputnik parce que c'était devenu les organes de propagande pure et simple du Kremlin. Maintenant, on a Télémarine qui est un peu Télé-Poutine en réalité, puisque Marine Le Pen, c'est quand même extraordinaire. Extraordinairement grave. À répéter, on pensait qu'elle avait changé. On pensait qu'elle se repentait d'avoir cru que M. Poutine était un grand démocrate et qu'il avait envahi l'Ukraine quasiment à la demande des Ukrainiens. Elle a répété qu'elle pensait que l'invasion de la Crimée, c'était un choix démocratique des Ukrainiens. Elle dit le référendum. Il y a eu un référendum, les Ukrainiens se sont prononcés en 2014, et donc il n'y a aucune raison Je crois qu'elle est la seule à croire en France que c'était un vrai référendum dans des conditions démocratiques. Bon, et donc Marine Le Pen, en fait, à chaque fois qu'on gratte, et on n'a pas besoin de gratter beaucoup, un tout petit peu de vernis, elle répète la position et la propagande du Kremlin, elle répète des mensonges. Et je pense que c'est extrêmement grave parce que la France, depuis l'après-guerre, tout président confondu, 4e et 5e République, a défendu le droit international, les principes des Nations Unies. Personne ne reconnaît cette annexion et Marine Le Pen, tranquillement, devant l'Assemblée nationale, nous redit qu'en fait, elle croit à tout ce que raconte Vladimir Poutine. C'est gravissime. Mais est-ce que vous la croyez quand elle dit qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de se tourner vers une banque russe parce que les banques françaises et européennes refusaient de lui prêter ? Et j'allais dire, moi je ne suis pas dans la commission d'enquête, ça c'est pas mon problème. Ce que je constate, c'est qu'en tout cas, elle défend systématiquement la position russe. Donc je ne sais pas quel est le lien de cause à effet, et peut-être qu'il n'y en a pas, à la limite. Mais ce qui m'importe, c'est de savoir que quelqu'un qui a été 3 fois candidat à la présidence de la République, qui semble-t-il pourrait y aspirer de nouveau, dise devant le Parlement français, comme député de la République, que toute la propagande russe est vraie et que l'invasion de la Crimée, le référendum entre guillemets, c'est un vrai choix démocratique qui respecte le droit international. Ça ne l'est pas et c'est grave de dire le contraire. Un dernier mot sur un sujet dont on a beaucoup parlé, y compris ici même ces derniers jours, finalement l'obligation d'avoir une activité de 15 à 20 heures par semaine pour les allocataires du RSA ne figurera pas dans la loi travail. Est-ce que c'est très clairement un recul de votre part ? Écoutez, non, je ne le crois pas. Il y a une réforme dont on a beaucoup parlé. Je ne suis pas en charge de cette réforme, mais on a dit il y aura du travail forcé, etc. C'est rien de tout ça. C'est l'idée d'avoir un accompagnement de 15 à 20 heures par semaine, formation, réinsertion. C'est ça dont il s'agit. Mais ce n'est pas un enterrement. Le fait que ce ne soit pas dans la loi, du coup, qui va le faire ? Oui, je ne sais pas quel sera le support de cette réforme. Je sais que cette réforme, elle figure dans le programme du président de la République, dans le programme qu'on a porté aux élections législatives. Il y a eu beaucoup de fantasmes, mais on a eu raison, Olivier Dussopt l'a fait, Elisabeth Borne l'a fait, de corriger ces mauvaises perceptions et ces fantasmes. Et ensuite, je ne sais pas dans quel véhicule et à quel moment cette réforme sera pleinement effective. Clément, pardon, Salia. Ah non, mais c'est bon. Merci Clément. Pardon, Clément Beaune, ministre des Transports, était ce matin, Salia, l'invité de France Info. Merci, bonne journée à vous. Merci.